Dites là, vous êtes couché là, devant la gare d'Austerlitz. Oui, oui. Il est 11h15 le soir. Oui, oui. Vous allez dormir où cette nuit? Je ne sais pas où. Dehors, à droite à gauche. Normalement, je suis dans un foyer dans une pain. Et normalement, il fallait rentrer à 7h30 du soir. Et j'ai raté l'heure. Alors, je ne sais pas où dormir. Je suis SDF. Je suis dans la zone. Je suis dehors. Dehors, être dans la zone, c'est une situation que Jean-Louis de Gaudenzy connaît bien. Journaliste, écrivain, il a, disons, chaviré il y a 3 ans. Quelque chose s'est cassé en lui. Et il est tombé dans le monde des zonards, des sans-abri. Cela a duré 2 ans. Aujourd'hui, de Gaudenzy est dehors, mais il revient de loin. Il a publié un livre aux éditions Fixo, Zone, un livre remarquable où il raconte cette descente au-delà des frontières de l'humain. Car oui, c'est une descente, même s'il y a des niveaux, des paliers dans la chute. C'est la descente. C'est d'abord le premier niveau, c'est on est dans la rue. On est dans la rue après avoir été quelqu'un de normal. On dispose encore d'une certaine force physique, d'une certaine force mentale, encore le courage de se raser, de se tenir à peu près propre. Si vous vous rendez dans les salles d'attente ou les points rencontres, 10 points rencontres des gares, tous les soirs, vous verrez des gens qui ne sont pas des voyageurs, pertinemment, qui sont là avec un sac, ils sont fringués, puis de jour en jour, ils sont de moins en moins propres, de moins en moins habillés proprement, ils se laissent aller, puis le froid aidant, au bout de quelques jours, ils ont leurs bouteilles, ils sont descendus avec leurs bouteilles. Bon, on descend petit à petit, on descend, et puis on va jusqu'au bout, quoi. Et le bout, c'est la bouche de métro. Un jeune chômeur a plus de chance, parce que d'abord, il existe des structures, Dieu merci, il existe des structures, des systèmes qui lui permettent de se réinsérer tout de même. Il va avoir accès plus facilement à des foyers. D'autre part, il est plus résistant, il n'est pas encore alcoolo fini, il est plus résistant, il a ses chances, il a quand même plus de chances. Mais passé les 30 ans... Alors, la première nuit que vous avez passée dehors, vous vous en souvenez? Ben oui, très bien. De toute façon, je l'ai raconté dans ce livre. Elle a été très belle la première nuit, parce que d'abord je craignais. C'est le gros problème du sans-abri, c'est la trouille. Comme dans ce milieu-là, bon, pour 1 litre de pinard ou pour 3 francs 50, les couteaux sortent, j'avais peur. J'ai rencontré une vieille cloche, c'était l'été, il est vrai. J'ai rencontré une vieille cloche qui gagnait sa vie, si je puis dire, en imitant De Gaulle, en faisant la manche, et il imitait vachement bien quand il avait 4 ou 5 litres de pinard dans le buffet, il imitait vraiment bien, il gagnait des sous. Et il vivait, ce gars-là, dans une espèce de trou, il n'y a pas d'autre mot, tapissé de carton, sur la petite ceinture, l'ancienne voie de chemin de fer qui faisait le tour de Paris. Là, il y a des arbres, c'est tranquille. Il faut bien se planquer parce qu'il s'y passe de drôles de choses dans ces coins-là. Mais il vivait là. Alors, il m'emmenait là. On a bouffé des saucisses, je me souviens. C'était du camping, c'était pas mal. Puis alors après, c'est tout de suite descendu. Un peu d'abord parce que je me suis fait casser la tête par des loups bardorés. Ensuite, je me suis retrouvé, à dormir n'importe où et à devenir de plus en plus sale. Donc, le point de non-retour était atteint, quoi. On se sent devenir sale? Non. Moi, je me souviens, au début, je me disais, faut pas te laisser aller. Alors, je rentrais dans un troquet, même si j'avais dormi dehors, et si j'avais 5 balles, je buvais un café avec un rasoir jetable. Je me rasais, mais après, la honte, elle est plus là, quoi. On devient de plus en plus... Parce qu'on ramasse tout en dormant sur les bancs ou dans le métro, et toute la merde de Paris s'accumule. Après, non, vous en avez rien à foutre. Vous descendez dans le métro avec votre bouteille de pinard, et puis c'est fini. On se cache plus? Non. Là, toute honte est bue, c'est le cas de le dire, quoi. On s'en fout. De toute façon, le mental s'est fossilisé quand vous avez passé justement ce premier niveau. Le mental se fossilise, vous devenez finalement un tube digestif, parce qu'il faut bouffer et boire. Pas boire, parce que boire, c'est pas un vice, le pinard dans la zone. Le pinard, c'est vraiment, moi, j'aime bien cette formule, c'est le kérosène du clochard, parce qu'à 4h du matin, c'est le seul moyen, même en été, il fait pas chaud à 4h du matin, c'est le seul moyen de tenir le choc. On a moins peur, on a moins faim, on a moins faim à la bouffe, c'est pas un problème, mais on a moins peur surtout, et on a moins froid. Vous avez vu, vous, des gens mourir de froid? Oui, mourir de froid, bien sûr, parce que de toute façon, les chiffres de la police sont assez précis à ce sujet-là. Bien sûr, ça ne fait pas toujours l'objet d'un fait divers, mais ces 3 derniers hivers en particulier qui ont été très rudes, on en relève à peu près 8 à 12 morts ou sur le point de mourir. D'ailleurs, moi, je t'ai frappé quand un flic, vous êtes sur une bouche de métro, il y a une ronde quelconque, le flic vous fout un coup de pied. Moi, je me disais, espèce de salaud, il m'en veut, il me méprise, etc. Je suis moins qu'un chien pour lui. C'est pour se rendre compte si le mec est encore vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Bon. Alors, il y a dormir, il y a aussi manger, et là... Donc, manger, c'est pas un problème. Contrairement à ce qu'on pense, la bouffe n'est jamais un problème, et c'est le fait de faire les poubelles
qui vous fait passer complètement de l'autre. Parce que c'est la merde des autres, même si vous trouvez des choses. Moi, je me suis vu trouver avec un copain, on zonait d'ailleurs dans le 15e arrondissement, pas très loin d'ici, on s'est trouvé 1 kilo de saumon fumé qui n'était pas du tout, le type l'avait jeté, c'était un supermarché quelconque. Bon, mais le fait d'aller le chercher dans la poubelle, c'est pas très ragoûtant, et là, vous êtes une bête. Vous êtes déjà trouvé à la gare de Lyon un petit matin ? Je y ai dormi à la gare de Lyon, oui. Ceux-là, ces gens-là qui débarquent du train, qui sont bien habillés, pour vous en foutez ? Ah oui, totalement. C'est qui pour vous ? Vous attendez quelque chose d'eux ou quoi ? Non, c'est plus votre monde. Hein. De toute façon, ces gens-là évitent de vous voir et de vous regarder la plupart du temps, parce que l'image du clochard folklore, convivial, c'est une carte postale. Hein, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ces gens-là évitent de vous voir soigneusement. Moi, c'est une chose qui me frappait, c'est que les mômes vous regardent. Ils vous regardent et vous avez la mère qui tire le gosse, vous dit allez bon, t'as pas à voir ça quoi, il faut pas regarder ça, c'est une plaie, c'est l'ulcère de notre société et tout, mais vous en avez rien à foutre de ces gens-là quoi, rien du tout. Au début peut-être vous dites, parce qu'ils ont plus de chance que vous les trouvez cons, puis alors après la ville ne permet plus. Je vous citais tout à l'heure hors antenne le cas de cette chercheuse qui est Chantal Dupil, qui a écrit un bouquin « Les clochards ne peuvent plus vivre ». Les petits métiers n'existent plus. Alors, il y a évidemment des systèmes de réinsertion, les organisations dites humanitaires, caritatives, Secours catholique, secours populaire, Compagnons d'Emmaüs, donnent une chance. Bon, alors, ne parlons pas des chances qui sont données par l'Armée du Salut, parce que il y aurait trop à dire. Oui, là, vous êtes très critique. Là. Et si ces foyers de l'Armée du Salut n'existaient pas ? Oui, bon, ça c'est sûr. S'ils n'existaient pas, ça ferait des lits en moins, ça ferait de la bouffe en moins. Bon, ils m'ont peut-être empêché de mourir, hein, certaines fois. Et ils en ont empêché de mourir d'autres. Je pense que ces foyers ne remplissent pas le rôle qu'ils devraient remplir. Ils existent, c'est bien, mais ça pourrait être combien de fois mieux. Moi, je suis persuadé que le zonard est fondamentalement dépressif. Parce qu'il y a de quoi, hein, quand t'as pas de baraque, t'as rien. Quand tu es dans un foyer tranquille, c'est une quinzaine de jours habituellement que l'on donne d'hébergement aux gens. Bon, ces 15 jours sont finalement assez... Tu dors bien, tu manges à peu près, tu redeviens un petit peu plus humain, mais en 15 jours, on n'a pas le temps de revenir à la surface. On n'a pas vraiment le temps. Oui, le problème pour les associations d'aide, c'est qu'elles doivent souvent faire face à l'urgence, même si, comme les compagnons d'Emmaüs, elles sont convaincues que les actions sur un plus long terme sont essentielles. Emmaüs, justement, avec Édouard, le lycéen qui m'accompagne, nous avons visité 2 de ces centres d'hébergement, l'un plutôt confortable dans l'aile désaffectée d'un hôpital parisien. L'autre foyer, sommaire, il faut bien le dire, est installé dans un ancien hangar frigorifique, on en parlait avant 18h. Là, 72 personnes mangeront puis dormiront ce soir, lits serrés les uns contre les autres. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ici, peu de clochards. Écoutez M. Lefebvre, responsable d'Emmaüs Paris. Non, ici, vous en avez quelques-uns, comme vous pouvez le voir, mais la grosse majorité, ce ne sont pas des clochards du tout. Ils n'ont pas franchi, si vous voulez, ce qu'on dit toujours chez nous, un certain seuil qui fait que, bon, une fois qu'on a franchi le seuil, on est dans la chute, dans la descente vertigineuse. Alors là, après, pour arriver à aider ces gens à se remonter, à se récupérer, c'est très difficile. Quoique là, déjà, ils sont quand même marqués, malgré tout. Hein. Vous savez, le fait de ne plus travailler pendant des mois, bon, de vivre comme ça à la rue, sans aucune attache, sans aucune communication avec personne, fait que les personnes se déstructurent très vite, se désocialisent très vite, et quelquefois même on arrive à perdre leur dignité. On peut peut-être, nous, à Emmaüs, essayer de leur apporter un petit plus. Bon, en plus de l'accueil, ça va être peut-être de les aider à trouver un certain travail. Bon, de leur filer des adresses dans la journée pour pas qu'ils soient à la rue. Bon, autrement dit, essayer de les remettre un peu dans notre circuit de la société. Est-ce qu'on voit dans vos centres des gens qui, il y a encore une année, 2 ans, avaient une place même de cadre et qui en sont là ? Dans une de nos opérations soupe de nuit, un des communautaires qui se trouve donc hébergé dans le monde d'Emmaüs, l'un de ces communautaires, en servant la soupe dans les rues de Paris, s'est trouvé nez à nez avec son ex-patron. Il servait la soupe à son patron.
Inutile de vous dire l'effet que ça lui a fait. Certains sont obligés de voler pour vivre. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Quand on en est arrivé à voler pour vivre, alors là, nous sommes très... Enfin, je dirais que à la limite, on le comprend. Vous savez, quand on approche ce type d'homme, on se demande même quelquefois pourquoi est-ce qu'ils n'en sont pas dans un état pire qu'ils ne sont. Car en définitive, encore une fois, regardez-les, ils sont très calmes. Bon, or, pour des gens qui vivent à la rue, qui n'ont plus de liens familiaux, ben vous savez, c'est de l'ordre du miracle d'arriver à se tenir comme ça. De l'ordre du miracle, je crois, moi. Bon, là, il y a des hommes isolés. Est-ce qu'il y a des familles qui sont dans la rue ? Oui, nous avons des familles à la rue. Alors ici, il n'est pas question de les accueillir. Et je sais que très récemment encore, nous avions sur les bras une famille, le père, la mère et 5 enfants, qui avaient été expulsés de leur logement. Parce que le problème des sans-abri, ça touche aussi les femmes seules. Ah oui, des femmes seules et avec enfants. La semaine dernière, tard dans la nuit, est arrivée dans ce centre d'hébergement une femme avec un enfant de 18 mois dans les bras, qui ne savait absolument pas où coucher. Bon, on l'a accueilli. Mais il y en a d'autres comme ça. Il y en a d'autres. Ah oui. La crise du logement, d'une part, et puis cette crise économique que nous traversons, d'autre part, dans notre pays, font qu'il y a pas mal de gens sur la touche. On dit qu'à Paris, il y a entre 15 et 20 000 sans-abri. C'est certainement très vrai. Le père Wresinski connaît bien l'ampleur du problème. C'est lui qui a rédigé le rapport sur la grande pauvreté en France, récemment publié. Le père Wresinski, c'est le fondateur d'Aide à toute détresse, ATD Quart Monde. Il se bat pour une autre aide, plus durable. Est-ce donner aux pauvres, aux sans-abri, la possibilité de s'en sortir eux-mêmes ? Il n'aime pas la formule. On emploie toujours ce mot de s'en sortir lui-même, vous savez. Je ne sais pas qui s'en est jamais sorti soi-même. Ça, on dit ça des pauvres. Et je trouve que c'est une très profonde hypocrisie. En réalité, lorsqu'on rencontre, n'est-ce pas, une famille, surtout des familles que, personnellement, je peux parler, parce que c'est elle que je connais le mieux, puisque ça fait 40 ans que je les accompagne et qu'elles m'accompagnent. Quand ainsi on aide une famille, quelle qu'elle soit, il faut se poser la question, mais l'aide que je lui apporte, en quoi elle lui servira d'abord pour son propre bonheur. Par conséquent, elle l'utilisera comme elle voudra, mais l'aide que je lui apporte, est-ce que cette aide-là, n'est-ce pas, l'aidera demain à trouver, à accepter un autre style de vie, à s'engager dans un autre style de vie. Et ce que je reproche, mais je reproche avec beaucoup de force, parce que c'était au fond toute ma propre vie personnelle qui en a souffert. Parce que je reproche, si vous voulez, c'est que face à toute pauvreté, quelle qu'elle soit, on se mette jamais en état de devenir, mais on se met en état d'urgence. Et donc on répond, n'est-ce pas, aux familles, ou aux hommes, comme vous disiez, aux femmes seules. On répond, n'est-ce pas, pratiquement de ce fait, par des mesures d'urgence. Et tous les ans, on renouvelle ces mesures d'urgence, et on perpétue ainsi une espèce, je dirais, d'insécurité dans la vie de certains, qui est absolument inadmissible. Un État digne de lui ne peut pas répondre à la grande pauvreté et lutter contre la grande pauvreté avec des mesures d'urgence. Il ne peut avoir qu'une politique qui prenne en compte, n'est-ce pas, l'avenir au niveau du logement, l'avenir au niveau du travail, de la formation, l'avenir au niveau des ressources, n'est-ce pas, des êtres, de façon à les rendre libres. Au fond, un être n'est libre. Et quand on parle comme ça de se prendre en compte soi-même, je dis c'est une hypocrisie formidable, parce que quelqu'un, n'est-ce pas, n'est libre, n'a la possibilité de se prendre soi-même que dans la mesure où il a la sécurité, où il sait que pour demain, il aura les moyens, les moyens de vivre dignement, et puis d'être respecté. On ne bâtit pas la liberté de soi, la liberté des autres, dans l'imprévoyance et dans l'insécurité. On pouvait comprendre il y a 3 ans que le gouvernement s'est trouvé tout à coup, il y a 4 ans, il s'est trouvé tout à coup, n'est-ce pas, surpris
surpris d'un hiver exceptionnellement froid. Mais on ne comprend pas qu'aujourd'hui, eh bien, en ces 4 ans, on n'a pas mis sur pied une politique qui permette à des hommes d'être réellement, des femmes, des enfants, des familles, d'être réellement libres, par conséquent, de pouvoir faire un projet. Le drame, n'est-ce pas, de ces êtres, c'est qu'on ne leur a jamais donné les moyens de leur projet. Parce qu'ils en ont. Ils ont aussi des projets à l'intérieur d'eux-mêmes. Moi, je me rappelle, quand je faisais la route comme ça, il y avait un homme d'une 40aine d'années, comme ça, qui me disait comme ça, tu sais, maintenant, je suis clochard, mais je trouverai du travail, et puis tu sais, puis je retrouverai ma femme. C'est des projets. Mais seulement, on leur propose, je dirais, des solutions immédiates à des situations d'urgence, sans se dire, mais est-ce que ces êtres, à cause de ce que l'on fait ensemble, eh bien, demeureront leur liberté. Et là, les compagnons d'Emmaüs ont bien compris ça. Que, en réalité, un homme n'est libre que dans la mesure où il retrouve la dignité par le travail et la fraternité avec des frères. Ceux de Saint-Vincent de Paul, ils avaient compris aussi la profonde tendresse qui vit au cœur des êtres. Et ils avaient essayé de réchauffer cette tendresse. Je pense que c'est bien.